Bonjour à toutes et tous. Ravi de vous accueillir dans ce 7e chantier d'éducation populaire. Donc, c'est la Ligue de l'enseignement du Val d'Oise, représentée ici par son secrétaire général Éric Forti, qui a lancé ce cycle. Ça fait un moment, en décembre 2020. On a déjà fait plusieurs débats sur la laïcité, sur les jeunes et l'engagement des jeunes, sur les libertés publiques, sur le modèle économique des associations, sur les sports de tous les jours versus JO, sur le travail, engagement, volontariat, et maintenant aujourd'hui, les biens communs. Alors c'est un peu une gageure parce qu'il faut faire tenir ce sujet assez complexe et dont on n'a pas tous une bonne connaissance, avouons-le, enfin moi je l'avoue pour moi, en 2 heures. Alors, donc, pour nous éclairer, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Benjamin Coria. Pour certains des acteurs, d'ailleurs, qu'on a conviés à témoigner de leurs actions locales, certains le connaissent parce qu'il est dans la salle vraiment… d'attente, Coria. Comment ? Non, je parle de la même chose. Benjamin Coria est le grand spécialiste, on peut dire, des communs en France. C'est un professeur d'université, professeur émérite aujourd'hui, qui est membre fondateur des économistes atterrés. Après son exposé, nous aurons 4 initiatives qui s'apparentent plus ou moins des communs. Une sur l'eau, la deuxième sur l'énergie, la troisième sur l'habitat, un habitat partagé, et la quatrième sur un tiers-lieu parti avec un noyau de base autour des arts numériques et des musiques électroniques. Voilà. Alors, donc, nous avons prévu de faire un exposé, enfin de laisser Benjamin Coria parler pendant un quart d'heure, 20 minutes. À l'issue de son exposé, si vous, les participants, avez mal compris quelque chose, n'hésitez pas à nous demander et à lui faire, on lui demandera de préciser. Et puis ensuite… oui, quelqu'un parle ? Non. Ensuite, nous aurons donc les témoignages d'André Martin et de Patrick Cruissel, donc sur l'eau et sur l'énergie électrique. À l'issue de cette première plage, nous aurons un quart d'heure, 20 minutes qui nous permettront d'engager le dialogue avec Benjamin Coria lui-même et donc qui réagira par rapport à ces deux premiers communs ou quasi communs. Et ensuite, alors la salle, bien sûr, là allez-y, vous aurez tout loisir de poser des questions et de réagir. Parce que dans ceux qui se sont inscrits, on voit, on se réjouit, il y a beaucoup d'initiatives qui sont d'ailleurs pas seulement valdoisiennes ni franciliennes. On salue par exemple un acteur local haut-savoyard, je repère. Ensuite, nous aurons 2 nouvelles plages, l'une sur un projet qui a mis longtemps, mais qui est en train de sortir de terre. Bravo pour leur opiniâtreté. Le collectif du Champ Foulon, c'est un éco-hameau qui va se construire à Saint-Cyr-en-Arty. Et nous finirons en nous évadant du Val d'Oise vers Carrières sous Poissy, avec le château éphémère, qui est un tiers-lieu qui existe maintenant depuis 7 ans, je crois. Voilà, donc sans plus attendre, nous allons passer la parole à Benjamin Coria. Alors, Benjamin Coria, moi, je commencerai en citant Alors, vous avez beaucoup d'ouvrages, les derniers, par exemple, Biens publics ou Biens communs mondiaux. Ça, ce n'est pas un ouvrage, c'est un article qui est paru dans AOC. Précédemment, Le bien commun, le climat et le marchand, une réponse à Jean Tirole en août 2021. Un ouvrage assez facile à lire pour les béotiens, la pandémie, l'anthropocène et le bien commun, en novembre 2020. Vers une république des biens communs en 2018,
un petit opuscule que vous avez préfacé, Propriété et communs, idées reçues et propositions. Je remonte encore le retour des communs, crise de l'idéologie propriétaire. Mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez aussi, sur YouTube, il y a beaucoup d'interventions de Benjamin Coria. Et notamment, il y a beaucoup d'émissions qui sont passées sur France Culture. Voilà. Donc, moi, j'avais envie de vous dire, de vous citer cette immense vague par le monde sous le nom de commun est en train de redonner espoir et sens à une planète en perdition. Oui ou non, l'homme, dans une nouvelle façon d'habiter le monde, est-il capable de réparer ce que quelques décennies d'exploitation échevelée ont si gravement compromis? Voilà, Benjamin Coria, à vous de nous montrer comment les communs peuvent être une alternative à la marchandisation accélérée de la nature et des activités humaines. Bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci pour cette invitation à échanger et puis pour cette belle introduction. Bon, ben, j'espère qu'en 2 heures, on ne va pas épuiser le sujet, bien sûr, mais j'espère qu'on va y trouver de quoi justifier la citation que vous avez placée en exergue de cette rencontre. Alors, dans le temps qui m'est imparti, je vais envoyer 3 messages, si je peux dire, hein, sur ce que sont les communs, et je vais le faire à partir d'une approche en quelque sorte historique, hein, ou si vous préférez chronologique, parce que les communs ne cessent de se développer, de prendre de nouvelles formes, et pour y voir un peu clair, c'est bien d'avoir une vision un peu historique de ce qu'ils sont et de comment ils se sont développés. Voilà, donc c'est à ça que je vous invite dans les, on va dire, 20 prochaines minutes. Alors, premier message, le mot commun lui-même, d'où ça vient? Et c'est quand même important de se référer à ça parce que déjà, ça aide beaucoup à comprendre ce dont on parle. On est dans une période de common washing, comme on dit, hein, tout le monde veut faire des communs, plus commun que moi, tu meurs, hein, je veux dire, voilà. Donc, plus que jamais, il faut s'entendre sur le sens des mots et ce que sont et ce que ne sont pas les communs. Alors, d'abord, d'où ça vient? Ça va nous permettre de les définir. Alors, les communs, ça vient d'où? Ça vient de chez nous, hein, si je peux dire, c'est-à-dire de l'Occident, mais ensuite, on a découvert que c'était une situation générale à travers le monde et qui est spécialement bien étudiée dans le cas de l'Angleterre du XIIe au XIXe siècle. Alors, c'est une situation dans laquelle un tiers des terres à la campagne, hein, étaient en accès ouvert, hein. En accès ouvert, ça veut dire qu'elles n'étaient pas encloses, hein. L'enclosure, c'est un mot-clé de la thématique des communs. Donc, elles étaient ouvertes, elles étaient libres d'accès, hein. Et non seulement elles étaient libres d'accès, mais les villageois, les résidents, etc., pouvaient prélever de ces terres une série de ressources fondamentales pour leur propre existence et pour leur reproduction. Donc, ils avaient, on va dire, des droits d'usage et de prélèvement. Donc, ils pouvaient prélever des animaux dans la forêt, ils pouvaient prélever des poissons dans l'eau, ils pouvaient prélever des fruits sur les arbres, ils pouvaient prélever de la tourbe dans les tourbières pour se chauffer. Voilà. Et ces terres, on les appelait Land of Commons, les terres de commun. Ça vient de là, ça vient de là. Les communs, au départ, ce sont des terres de commun dans lesquelles les gens disposent à travers des droits d'usage, c'est plutôt des droits d'usage, de droits de prélèvement et de droits, oui, de retirer, voilà, une partie de ressources pour leur subsistance. Cette situation, elle a duré, je répète, 5 ou 6 siècles. Bien. C'est une situation qui, évidemment, avait l'air de déplaire très fortement à tous les possédants, à tous les riches. Bon, donc, c'est-à-dire aux propriétaires fonciers, aux nobles, hein, qui possédaient des terres. Il faut le dire aussi, hein, même si ça peut déplaire, à l'Église
qui, à travers un certain nombre de possessions terriennes autour des abbayes, etc., a été, si on peut dire, les prémices de ce qu'est aujourd'hui la propriété privée de la terre, qui n'était pas une situation exceptionnelle, mais qui n'était pas la situation dominante. La situation dominante, c'était une situation dans laquelle il y avait toute une série de droits partagés autour des terres. Voilà. Donc, ça, c'est la situation de départ. Il y a eu des affrontements et des luttes très dures entre les commoners, c'est-à-dire ceux qui disposaient de ces droits, et ceux qui voulaient les éteindre à travers l'enclosure, c'est-à-dire enclore ces terres pour les transformer en domaine privé. Je passe sur les détails. Robin des Bois, le mythe de Robin des Bois a à voir avec les enclosures. Robin des Bois était du côté des commoners contre les possédants. C'est très intéressant de savoir ça. Bon, finalement, on peut considérer que les possédants l'emportent et progressivement vont enclore ces terres qui vont devenir tout à fait minoritaires. Si vous voulez, il en existe encore. Aujourd'hui, si vous vous promenez dans certains parcs à Londres, vous verrez une affichette qui dit « This park is a commons ». Ce parc est un commun. Et en fait, c'est un ancien commun qui n'a jamais été enclos. Voilà, bien. Mais en gros, quand même, au XIXe siècle, la propriété privée, dans sa forme exclusive, devient la forme dominante. Le grand moment, d'ailleurs, pour tout dire, c'est encore nous, cette fois c'est même la France, c'est 1804, c'est le Code civil. Le Code civil qui instaure, article 544, la propriété privée sous sa forme exclusive comme l'alpha et l'oméga. Il faut tout dire. L'article 544 dit que la propriété privée, ce en quoi consiste la propriété, c'est une manière de jouir de la manière la plus absolue des biens dont on est propriétaire. Et il n'y a quasiment rien, il y a 2 articles sur lesquels, vraiment très vagues, sur la question des choses communes, ou sur la question des biens communs, alors qu'en 1804, la France est couverte de communs. Elle est couverte de communs. Il y en a partout. Il y en a partout. Donc, si vous voulez, le Code civil de 1804 est un manifeste contre les communs, pour l'abolition des communs et pour l'installation de la propriété privée comme forme dominante. Bon, donc on avait l'impression que l'affaire était entendue. Bien. Et puis, dans les années 1980, donc 150 ans plus tard, si je peux dire, ou 180 ans plus tard, si on prend 1804 et le Code civil comme le grand moment, dans les années 1980, on voit réapparaître le thème des communs. Et il réapparaît par 2 bouts. Il apparaît par un premier bout qui est la conférence d'Annapolis, qui va se tenir en 1983, qui se tient aux États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est l'époque de la 2e grande enclosure, c'est l'enclosure des pays du Sud. C'est le moment dans lequel, à l'initiative de la Banque mondiale, à l'initiative du grand agro-business, les commoners, si j'ose dire, sont au Sud même expropriés et où se constituent les grands domaines privés, agricoles. Allez, on va lâcher le mot, on est entre nous, capitalistes, qui vont exproprier les commoners. Et cette expropriation des commoners s'accompagne de choses qu'on connaît bien, l'expropriation rurale, la surpopulation urbaine, la pauvreté, la bidonvillisation, qui, à partir des années 70-80, connaît dans le Sud une explosion. Et c'est lié au commun. Et donc, à ce moment-là, se tient aux États-Unis un grand colloque sur le thème « Ce à quoi on assiste au Sud », surpopulation urbaine, dégradation des sols, dégradation accélérée des sols, est-il dû ou non à la destruction des communs? Et les Américains
ont beaucoup de défauts, comme chacun sait, mais ils ont des qualités, c'est qu'ils savent faire de la recherche. Et quand ils font de la recherche, ils font vraiment de la recherche. Donc là, ils ont commandité des dizaines d'études de cas, hein, sur tout le Sud, et les conclusions sont tirées par une jeune femme tout à fait remarquable. Je dis bien jeune femme parce qu'à l'époque, c'est une jeune femme qui s'appelle Elinor Ostrom, qui va ensuite devenir prix Nobel en 2019 et qui va remettre les communs à l'ordre du jour. Alors, les conclusions d'Ostrom dans la conférence d'Annapolis consistent à dire oui, oui, absolument, ce à quoi nous assistons est en partie, bien sûr, en partie seulement, mais en partie quand même, dû à la destruction des communs. Et si nous voulons éviter la multiplication des catastrophes, il faut protéger les communs partout où c'est encore possible. Et elle va lancer un grand mouvement d'étude des communs. Et on va découvrir à ce moment-là, ou redécouvrir, que des communs, il y en a partout. Il y en a partout dans le sud, et même dans le nord, puisqu'on a des communs dans les montagnes suisses. Moi, j'ai fait le même genre de conférence en Pays Basque, hein, en Pays Basque français, et quelqu'un s'est levé et m'a dit, écoute Benjamin, ne te casse pas la tête à nous expliquer ce que c'est que les communs. Nous, vraiment, on sait ce que c'est parce que tu traverses la rue et il n'y a que ça en Pays Basque. Il n'y a que ça. Bien, voilà, c'est pour dire que là, ils avaient survécu. Alors, ce qui est important, c'est que Ostrom définit les communs et on peut extraire de sa définition 3 éléments. Donc ça, c'est un drapeau que j'agite parce que c'est ça un commun, hein. C'est un commun lorsqu'on a les 3 choses suivantes. Premièrement, une ressource partagée qui peut être de la terre, mais qui peut être aussi, on va y revenir, une ressource immatérielle, etc. Bien. Deuxièmement, un ensemble, alors c'est nos fameux Commodores, nos fameux ayants droit, un ensemble d'individus. Comment? Une communauté. Pardon? Oui, c'est ça, absolument. D'individus ou de communautés qui possèdent des droits et des obligations vis-à-vis de cette ressource. Des droits et des obligations parce que les droits de prélèvement sont des droits qui sont aussi contrôlés. Et ils sont contrôlés de telle manière que la ressource elle-même est protégée et reproduite à long terme. Et troisièmement, il faut une structure de gouvernance qui vérifie que les droits et les obligations sont respectés. Donc, un commun, c'est gouverné, c'est des droits et des obligations gouvernés, hein, par une collectivité. Alors, c'est pour ça que les communs, c'est si important, c'est que les communs ont à voir, vous le voyez d'emblée, avec l'écologie, avec la reproduction des écosystèmes. Les communs, c'est le moyen de tirer des ressources d'un écosystème tout en préservant cet écosystème. Voilà. Et ces communs, ces premiers communs, sont des communs fermés, si je peux dire. Les ayants droit sont en nombre limité, parce que si on accroît trop le nombre des ayants droit, on détruit la ressource. Mais les années 80, c'est aussi la période de l'Internet. Et c'est un moment dans lequel toutes sortes de communs immatériels, cette fois, de communs qu'on va appeler numériques, commencent à se développer grâce à l'Internet. C'est donc la musique en ligne, la connaissance en ligne, les bases de données en ligne, les ressources en ligne, les images en ligne auxquelles il y a accès. Tous ceux qui ont accès sont des commoners qui s'ignorent. Ils ont des droits et des obligations. Ça veut dire que sur un certain nombre de… Prenez par exemple Wikipédia, hein, qui est le commun par excellence. Vous avez le droit de prélever, vous avez le droit de rajouter des choses, mais le commun Wikipédia est contrôlé de manière à préserver la qualité du commun. Il y a donc des gardiens qui vérifient que la qualité des informations que vous souhaitez introduire méritent d'être introduites et qu'elles ne vont pas gâcher le commun. Là encore, il y a une notion d'écologie, hein, de l'écosystème à protéger. Voilà. Alors, ce qui est très important avec ces seconds communs, les communs informationnels, les communs numériques, les communs culturels, c'est que eux, ils sont d'accès universel. Et les communs font un bond parce que nos premiers communs, les communs fonciers, les communs matériels, qui sont périssables, difficilement reproductibles, etc., ne sont
ne valent que pour le bénéfice de communautés restreintes, alors que les communs immatériels, les communs numériques, sont d'accès universel. Parce que le fait que je consomme une musique ou le fait que je consomme une information n'empêche personne de consommer cette musique et cette information. Alors, là encore, je vais… Oui. Est-ce qu'on peut quand même dire que dans ces communs première formule, il y a une volonté d'ouvrir l'accès à un maximum de gens, en particulier les plus faibles ou les plus démunis, ou ça ne fait pas partie de la définition? Non, non, dans les communs initiaux, ceux d'Ostrom, ils sont ouverts à un certain nombre de gens qui, en général, sont les résidents et qui disposent de droits à condition qu'ils respectent ces droits et préservent le commun. Dans le deuxième cas, l'accès, il est universel, qu'on soit riche ou pauvre, on y est comme on veut. Et c'est le deuxième moment des communs. Je voulais quand même insister sur le fait que ce deuxième moment des communs, en même temps qu'il ouvre à l'accès universel, c'est aussi la période des logiciels libres. Hein. C'est aussi la période pendant laquelle on cherche à fermer l'accès aux domaines numériques, aux données numériques ou intellectuelles. Et donc, les commoners de cette génération sont des gens qui vont se battre pour préserver l'accès ouvert parce qu'il n'y a aucune raison d'introduire de la propriété intellectuelle sur des données numériques ou sur des données immatérielles. C'est un artifice d'introduire de la propriété intellectuelle sur ces données. Alors, certains le justifient, on pourra y revenir tout à l'heure, mais c'est un artifice. Par essence, ces biens peuvent circuler de manière complètement libre. Alors, je finis et j'aborde maintenant le troisième moment des communs. Donc, premier moment des communs, les communs fonciers. Deuxième moment des communs, les communs d'accès universel à travers notamment le numérique. Troisième moment des communs, c'est Naples. Alors, c'est quoi ce troisième moment des communs? C'est l'Italie de Berlusconi, dans les années 2000. Berlusconi introduit ce qu'on peut appeler un décret scélérat, c'est-à-dire un décret qui dit que tout service public qui n'est pas en équilibre peut être privatisé. Alors, pourquoi est-ce que c'est scélérat? Vous me dites combien de temps il me reste? Non, justement, on regardait, mais c'est bon. Oui, je pense que ça va aller. C'est bon. Donc, pourquoi est-ce que ce décret est scélérat? Parce qu'il dit tout service public qui n'est pas en équilibre peut être privatisé. Or, c'est très facile de mettre en déséquilibre un service public. Il suffit de diminuer les ressources qui lui sont allouées, hein, puisque ce n'est pas fait pour gagner de l'argent, un service public. C'est fait pour alimenter et nourrir la population. Et donc, un service public, il est alimenté par des ressources publiques, c'est-à-dire par l'impôt des citoyens. Donc, si on diminue ces ressources, ce qui est arrivé très souvent pour des tas de ressources publiques ces derniers temps, je pense en particulier évidemment au cas de l'hôpital, mais pas seulement, on voit bien qu'on est au bord de la privatisation. Et du coup, les privatisations ont commencé, et en particulier, ont commencé les privatisations sur l'eau. Et là, on a eu une chose absolument magnifique dans les années 2006-2007, qui a été une mobilisation populaire extraordinaire contre la privatisation de l'eau. Alors, ce qui est important, c'est que les gens qui se sont mobilisés, les citoyens qui se sont mobilisés pour empêcher la privatisation de l'eau, n'ont pas mené un combat sur le thème non à la privatisation de l'eau, gardons l'eau comme un service public, etc., comme nous on a fait par exemple pour Aéroport de Paris. Non, ils se sont mobilisés sur le thème l'eau est un bien commun. Aqua bene comune. L'eau est un bien commun et doit rester tel. Et la notion de bien commun en Italie et en particulier dans la culture romaine, c'est très important parce que les biens communs, ça existait à Rome. C'est ce qu'on appelait les res communes ou les res publicae. C'est bien commun dans la loi romaine une fois que la délibération citoyenne les a déclarés tels. On n'est pas bien commun pour des raisons naturelles. On est bien commun parce que la délibération citoyenne décide de faire d'un bien un bien commun. Et donc, à Rome,
l'eau était un bien commun. Et ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que l'accès à ce bien est garanti pour tous. Ça veut dire que si vous êtes propriétaire d'un domaine et que vous avez une source et que des gens viennent boire, vous ne pouvez pas vous opposer à eux parce que l'eau est un bien commun, est un bien d'accès universel, ouvert à tous les citoyens. Bien, cette mobilisation sur les biens communs a été extraordinaire. Il y a eu 27 millions de votants. 27 millions de votants. Je rappelle que nous, on a difficilement atteint le million pour Aéroport de Paris. Bien. Qui ont rejeté la loi de Berlusconi, en tout cas cette disposition de la loi. Du coup, il y a eu toute une série de remunicipalisations de l'eau qui ont commencé à se développer, et c'est à Naples que c'est allé le plus loin. Là, l'entreprise remunicipalisée, si je peux dire, elle ne s'est pas appelée exactement, et ça vaut la peine d'être raconté, elle ne s'est pas appelée Régie municipale de l'eau de Naples. Non, 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 pas du tout. Elle s'est appelée ABC, ce qui veut dire Acqua Bene Comune di Napoli, au bien commun de Napoli. L'entreprise s'appelle comme ça. L'entreprise s'appelle ABC. Bien. Et, comment dire, les choses ont évolué de manière compliquée, mais au départ, ça voulait dire quoi? C'était pas seulement, passez-moi l'expression, du baratin, de dire Acqua Bene Comune di Napoli. Ça avait des conséquences extrêmement concrètes. Première conséquence, des conséquences tarifaires. Les 20 premiers litres d'eau sont gratuits. L'eau est un bien commun, donc c'est là qu'on trouve votre question. Les plus pauvres doivent y avoir accès. Et pour en être sûr, les 20 premiers litres sont gratuits. Puis, il y a un prix de l'eau, parce que malheureusement, l'eau coûte pour être entretenue, distribuée, purifiée, stockée, etc. Et puis, si vous voulez arroser votre piscine ou votre jardin, vous pouvez, mais c'est plus cher. Et c'est ce prix qui permet de payer le fait que les 20 premiers litres d'eau sont gratuits pour tous. Alors, les choses ont évolué de différentes manières, mais c'est ça l'idée du bien commun. Alors, je finis là-dessus. Ce qui est très important dans le cas italien, c'est que en même temps que se développait cette bataille pour l'eau bien commun, a fonctionné une commission sénatoriale dirigée par un sénateur qui est un éminent juriste qui s'appelle Stefano Rodotà, qui est quelqu'un d'absolument extraordinaire que j'ai eu la chance de rencontrer et qui malheureusement aujourd'hui nous a quittés. Rodotà était un partisan convaincu des biens communs. Et donc, sa commission avait pour but de redéfinir la notion de bien en général pour le Code civil italien. Et il en a profité pour définir les biens communs et proposer une définition juridique des biens communs. Alors, je vous la donne. La définition juridique des biens communs de… Oui, je conclus. La définition juridique des biens communs de Rodotà, c'est tout bien qui entretient une utilité fonctionnelle avec les droits fondamentaux de la personne et le libre développement de la personne. Donc, tout bien qui entretient une utilité avec les droits fondamentaux de la personne peut être déclaré bien commun par délibération citoyenne. C'est toujours aux citoyens de déclarer qu'un bien est un bien commun. Moyennant quoi, nous dit Rodotà, le bien doit être protégé par la loi, il doit être protégé pour les générations futures et l'accès doit être garanti à ce bien. Alors, je vais finir là-dessus pour dire que malheureusement, ce projet d'article n'est jamais passé au Parlement italien, mais néanmoins, il fonctionne et de nombreuses juridictions, y compris la Cour de cassation italienne, se réfèrent à ce projet d'article dans un certain nombre de leurs délibérations et de leurs jugements. Donc, ça fonctionne. Alors, en tout cas, voilà, j'ai fini. Qu'est-ce qui est important, et c'est ma conclusion, c'est mon dernier mot, qu'est-ce qui est important à travers les communs? Deux choses. Premièrement, les communs entretiennent un lien consubstantiel avec la question de l'écologie et de la reproduction des écosystèmes. Et deuxièmement,
les communs ne sont tels que si les citoyens interviennent dans leur gouvernance. Donc, les communs, et c'est le deuxième point sur lequel je voulais insister, d'un côté, ils ont un lien avec l'écologie, de l'autre côté, ils ont un lien avec la démocratie, parce qu'un commun suppose un renouvellement de la gouvernance et une participation citoyenne. Voilà pourquoi les communs sont si importants. Voilà pourquoi je suis raisonnablement, je ne suis pas un béotien, mais optimiste pour l'avenir, parce qu'avec les communs, on a de quoi renouveler deux choses fondamentales: le rapport aux écosystèmes et le rapport à la démocratie. Vous comprenez donc, à partir de ces éléments, pourquoi je considère que les communs sont un objet spécialement important et riche. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, on mesure bien comment ça peut être un outil ou une méthode de construction d'une vraie alternative à cette marchandisation effrénée. Alors, est-ce que parmi dans la salle, certains ont des points à éclaircir avant qu'on ne passe la parole à André Martin, qui va enchaîner encore sur l'eau, justement? J'aurais peut-être une question. Une question d'Éric Forti. D'accord, merci. Merci Marianne. Merci Monsieur Correa, vous avez brossé et précisé effectivement, c'est important, ce qu'on pourrait appeler une définition commune des communs. Moi j'avais une question, mais quasi anecdotique dans le déroulement de ce que vous avez évoqué. Au moment où les premières aires de communs, c'est-à-dire les communs fonciers, se sont développés, vous dites que les possédants ont repris la main sur la gestion de ces fonciers qui ont été enclosés. C'est ça, hein, oui, c'est ça, enclosés. Mais à qui a profité cette enclosure? C'est-à-dire qu'il y a eu une vente de ces produits-là? C'est le domaine public, le seigneur, le gouverneur du territoire qui a vendu, qui a acheté? Enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé. Ça Alors, il y a eu… Très bonne question. Il y a eu un double mouvement des enclosures, en vérité. Il y a eu, on va dire, les enclosures locales. Alors, les enclosures locales, elles se faisaient plutôt à l'initiative, on va dire, des seigneurs, des manufacturiers, des puissants, etc., qui enclosaient une partie des terres de commun pour leur propre bénéfice. Alors, évidemment, il y a eu des affrontements, c'est allé en justice. C'est allé en justice, mais la justice à l'époque, c'était eux-mêmes. Hein. Donc, ils ont gagné 10 fois sur 10, et donc, voilà, ça a été une première origine. La deuxième origine, c'est très important, c'est ce qu'on a appelé les enclosures parlementaires, c'est-à-dire qu'il y a eu une série d'enclosures qui ont été prononcées par le Parlement. Et souvent, ces enclosures se sont faites au bénéfice du domaine public de la couronne. Et qu'est-ce qui était visé? Il était visé, d'une part, l'élargissement du domaine de la couronne, d'un côté, et de l'autre côté, il était visé, alors je vais employer des mots très clairs, de transformer les commoners en prolétaires, c'est-à-dire de gens qui ne possédaient plus rien du jour au lendemain et qui, du coup, étaient obligés, et le point est tout à fait important, de s'enrôler soit dans les manufactures, hein, soit dans l'armée et dans la marine. C'est le moment où l'Angleterre commence son expansion internationale et la marine anglaise, l'armée anglaise a besoin de bras. Et donc, les enclosures parlementaires ont poussé à créer les conditions pour le recrutement de l'armée coloniale anglaise, pour parler vite. Voilà. Donc, il y a eu deux origines, hein, des origines, on va dire, civiles d'un côté et des origines parlementaires de l'autre, visant à grossir d'un côté les réserves des propriétaires fonciers et des manufacturiers, et de l'autre côté à grossir le domaine public de l'État et le recrutement des soldats et des marins pour l'armée britannique.
c'est clair. Merci. Bon, alors nous allons revenir à l'eau, Oui. de l'eau de Naples à celle de Cergy-Pontoise, avec l'agglo, hein, que c'est un jeu de mots sur le nom de votre collectif, André Martin, qui a été créé en 2008, hein, je crois, et qui s'est converti, qui s'est transformé en association en 2010. Vous en êtes le président aujourd'hui. Et vous vous êtes battu pour le retour en régie publique, à la fois de la distribution et de l'assainissement. Et vous avez aussi remporté une grande bataille récente en faisant plier Veolia et en lui faisant rembourser à l'intercommunalité plus de 2 millions d'euros de trop perçus. Alors, je résume vraiment très, très vite, mais je vous laisse la parole pour présenter comment vous menez votre action et comment vous réussissez à tant de succès. Merci. Tout d'abord, Monsieur Coria, j'ai une petite question parce que vous avez parlé de 20 litres à Naples. Ça ne serait pas plutôt 20 mètres cubes parce que 20 litres, ça ne fait pas beaucoup. Excusez-moi, merci. 20 mètres cubes, vous avez raison. Oui, Hein. d'accord. Oui, donc l'exemple de Naples, ça aurait été intéressant qu'on l'ait en 2008, on ne l'avait peut-être pas en tête, hein, mais on aurait peut-être pu, nous aussi, même si on parlait, je crois, certains d'entre nous, de biens communs pour l'eau, on disait en tout cas que l'eau n'était pas une marchandise comme les autres, peut-être qu'on aurait pris le même mot d'ordre que les gens que les Italiens, on aurait peut-être eu encore plus de succès, ça aurait peut-être été plus rapide. Alors, donc, ce collectif, il s'est regroupé en 2008, hein, ce sont des citoyennes et des citoyens qui voulaient protester contre le recours à une DSP pour la distribution de l'eau potable, hein, sur le territoire de Cergy-Pontoise. Une DSP qui finalement a quand même été attribuée pour 18 ans. Donc délégation de service public. Pardon, oui, une délégation de service public. C'est-à-dire que la collectivité passe un contrat avec une entreprise privée pour gérer un service public. Ce collectif s'est maintenu et en 2010, l'association Agglo a été créée, Alerte Générale sur l'eau, hein, dont l'objet principal, entre autres, était le retour en gestion publique de tout ce qui concerne l'eau et l'assainissement. Une première action a été de se faire reconnaître en tant qu'usager, hein, de l'eau, pour pouvoir siéger au sein de la commission consultative des services publics locaux. C'est une commission obligatoire dans chaque collectivité qui gère des services publics en délégation. Et il a fallu batailler pas mal au début pour se faire reconnaître. On a par la suite fait un tas de distribution de tracts, des réunions publiques, des courriers aux élus. On a fait des visites de tous les maires du territoire pour leur exposer un peu nos problématiques. En 2013, là, ce n'était pas pour la distribution de l'eau potable, mais c'était pour l'assainissement, la gestion de la station de Neuville. Il y a eu un arrêt de jurisprudence, de cassation, qui autorisait à rompre les contrats qui excédait une durée de 15 ans. Donc, on disait que c'était l'opportunité pour la collectivité de revenir en régie publique. Ça n'a pas été possible, là aussi, mais il y a eu une bonne manifestation d'une centaine de personnes avec interpellation de tous les élus, etc., à ce moment-là. Et donc, on a continué les années suivantes et on avait déjà dénoncé lors de ce contrat le risque de profit excessif, hein, pour Veolia. Mais à partir de 2017, ces profits ont grimpé, mais de manière énorme, puisqu'on est à un ratio de bénéfice net sur bénéfice sur chiffre d'affaires de 40%, et même certaines années, on est monté à 44%, mais ce qui était phénoménal, c'est-à-dire que il n'y a pas d'entreprise qui va mieux que ça. Et par exemple, on a recensé toutes les entreprises du secteur d'assainissement en France, et c'est la filiale de Veolia qui gère la station de Neuville qui arrivait en tête du rapport bénéfice sur chiffre d'affaires. Donc ça, on a cessé de le dénoncer, à la fois dans des tracts, pour dire on a fait 2 fois des distributions à peu près autour de 15 000 tracts, hein, sur l'agglomération, à 2 reprises.
dans la presse. Et finalement, le président de l'agglomération à l'époque a été quand même obligé de reconnaître, même s'il n'a pas reconnu nos chiffres, il a quand même reconnu que les bénéfices de Veolia avec cette filiale excédaient ce qui était prévu au départ. Et finalement, tout récemment, puisque c'est en juin 2021, en 2020, il y avait encore eu 40% de marge, et en 2021, face à les élus, les nouveaux élus, ont quand même été amenés à regarder d'un peu plus près, parce que tous les courriers qu'on envoyait précédemment, c'est avec des arguments assez poussés quand même, et des documents, n'étaient pas vraiment pris en compte. Et là, il y a eu une négociation entre Veolia et la collectivité, et Veolia a été amené à reverser 2 355 000 euros au titre des bénéfices futurs sur l'exercice 2021 et 2022. Uniquement pour 1 an et demi d'exploitation, ils ont reversé 2 355 000. C'est dire que si on avait pris en compte ces profits excessifs bien antérieurement, on aurait pu récupérer, on estime, nous, de 5 à 6 millions, quoi, hein, puisque c'était vraiment excessif. Pour info, par exemple, le contrat négocié par Veolia à Toulouse, il portait sur une marge prévisionnelle de 2,5%. Hein. Donc, vous voyez, 2,5% par rapport à 40%. C'est bon. Et donc, ça a été pour nous quand même une reconnaissance, parce qu'on s'est dit quand même, c'est pas uniquement nous qui avons peut-être emporté cette victoire, hein, c'est aussi les élus ont été mis devant une évidence, ils se sont dit on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible, quoi. Mais c'est vrai qu'on pense que notre action a pas mal servi. Et cerise sur le gâteau, c'est que la gestion de cette station d'épuration de Neuville-sur-Oise, elle va passer sous gestion publique. C'est le SIARP, le syndicat intercommunautaire d'assainissement de la région de Pontoise, hein, qui siège tout près, dont le siège est tout près de celui de la Ligue de l'enseignement, qui va reprendre la gestion au mois de juillet 2022, c'est-à-dire là dans 3 mois. Quoi. Et donc ça, c'est aussi une très bonne chose. Hein, nous, c'est ce qu'on demandait depuis longtemps. À chaque fois auprès des élus, on disait le SIARP, il a toutes les qualités pour reprendre en gestion la gestion de cette station. Alors, pour conclure, moi, je dirais que si les actions d'Aglo, hein, et d'autres associations s'inscrivent dans un processus, enfin, disons, d'opposition à la marchandisation de certains biens essentiels, on est très, 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 très loin, je pense, d'un mode de gestion en tant que bien commun, quoi. Et on s'interroge, enfin moi la question que je me pose, c'est quel modèle à l'échelle d'une agglomération de 210 000 habitants on peut essayer d'instaurer pour gérer l'eau comme un bien commun. Naples, ils sont sûrement plus nombreux que 210 000 habitants, je ne connais pas, mais pareil, ce n'est pas évident à l'échelle d'une aussi grande population de gérer un bien comme ça. Enfin, il me semble. Et je pense qu'il doit y avoir beaucoup à inventer, à innover en matière de démocratie pour associer au maximum les citoyennes et citoyens à la gestion de ce bien essentiel. Et ne serait-ce que dans un premier temps, mieux associer encore les associations qui sont là en tant que bénévoles pour essayer d'améliorer le service rendu aux usagers. Déjà, dans un premier temps, ça serait un grand pas. Voilà. Merci beaucoup, André. Alors, qu'est-ce que vous avez, je crois que comme vous êtes lucide sur le fait qu'il y a des limites en matière de contrôle, de prise de contrôle par les citoyens. Est-ce que vous avez des projets de ce point de vue-là pour se rapprocher d'un commun? Alors, non, on n'a pas vraiment eu de réflexion collective sur ce sujet. Ce qu'on souhaiterait, c'est une participation plus grande des citoyennes et des citoyens, mais on se rend compte que c'est assez difficile quand même. Hein. Même s'il y a une aspiration, hein, mais c'est pas facile. Et puis en plus, ça demande, enfin, nous on le voit bien, hein, ça demande quand même de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, quoi. Hein.
pour au moins un certain nombre de personnes de s'intéresser vraiment, quoi, de suivre de près, parce que c'est quand même une bagarre, hein, il faut avoir des arguments. C'est pas… Je vais donner la parole à Benjamin Coria, qui l'a demandé. Oui, oui, non, c'est juste pour dire que, bien évidemment, la question de la gouvernance, hein, donc de la participation citoyenne à la gestion des biens communs, en particulier dans le cas qui se pose, celui de l'eau, n'est pas une question simple, hein. Mais, comment dire, je sais que dans le cas de Paris, hein, qui est pas encore plus complexe, évidemment, et que Naples et que votre propre expérience, il y a eu un souci de mettre en place une commission, alors je ne sais plus le nom, une commission citoyenne, hein, avec participation citoyenne de l'eau, sur lesquelles, évidemment, c'est toute la difficulté. Toutes les questions ne peuvent pas être débattues. Il y a des questions strictement techniques, la largeur des tuyaux, ce n'est pas des questions qui doivent être débattues par les citoyens, mais qui doivent l'être par les ingénieurs. Par contre, les questions de tarification, les questions de quelles sont les zones desservies en priorité, avec de l'eau tirée d'où, etc., c'est les questions sur lesquelles les citoyens peuvent avoir des choses à dire. Et se battre pour qu'on mette en place, parallèlement aux structures de gestion techniques, si je peux dire, des structures citoyennes, même dans un premier temps à titre purement consultatif, fait vraiment partie de la bataille à mener. Voilà. Et je sais que dans le cas de Paris, cette bataille a été menée. Alors, oui, si je peux me permettre juste une petite réponse, ça m'a fait penser au fait que nous, on demandait par exemple la mise en place d'une commission de contrôle financier. Et on disait il faut y associer des personnalités extérieures, il faut la rendre la plus ouverte possible pour contrôler justement, c'est prévu dans le code des collectivités, hein. Et on nous a refusé la mise en place de cette commission au prétexte que dans le texte de loi, on ne parle pas d'intercommunalité, mais de commune. Donc, on a joué sur les mots. Oui, et le oui. préfet à qui on s'est adressé pour la mise en place de cette commission, hein, on a fait recours au préfet, il nous a répondu un peu ça, quoi. Il a donné raison. Donc, c'est pour dire la difficulté, hein, d'associer des citoyens et même pour contrôler vraiment la gestion, quoi. Oui, oui. Mais le commun est un combat. Ouais. On a une question juste de curiosité de Claire-Marie Baron qui vous demande comment ont été utilisés les 2,3 millions que vous avez pu faire retourner dans le giron public. Alors, il y a deux choses, hein. Nous, on demandait à ce que ça soit directement pris en compte sur la facture de l'usager, hein, que ça soit restitué à l'usager sous forme d'une baisse, hein, éventuellement du prix de l'eau. On nous a répondu qu'il y avait des investissements à faire et que de toute façon, ça allait alimenter le budget de l'eau, hein, donc, c'est allé au SIARP finalement. C'est le SIARP qui va récupérer cette somme, puisque c'est lui qui a en charge toute la compétence assainissement et qui devrait s'en servir pour des investissements, quoi, sur… Alors, excusez-moi, là, je vais me faire maudire, mais si on veut respecter le temps, on est obligé d'avancer. Alors, il y a une question, mais peut-être Benjamin Coria pourrait y répondre après le deuxième témoignage sur des recherches qui seraient faites sur les types de gouvernance des différents communs, mais on la garde et on va passer la parole à Patrick Crucel et ça nous fait une bonne transition parce que justement sur cette question de la gouvernance, et je sais que Benjamin Coria, on a échangé là-dessus en préparant le webinaire, la structure que vous présidez est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Et donc là, vous allez nous en parler.
Donc, vous êtes vous dirigez cette SIC qui existe depuis plus d'1 an maintenant et qui s'est appuyée sur une association, mais l'association OWAT Citoyen continue d'exister, je crois. Donc, votre mot d'ordre, c'est de l'énergie par les citoyens pour les citoyens, et vous allez nous expliquer comment vous avez construit progressivement cette SIC avec des personnes morales, associations, collectivités locales et citoyens. Et parmi les sociétaires, il y a la Ligue de l'enseignement. À vous la parole, Patrick. Merci pour l'invitation et bonsoir à tous. Je tiens à remercier Benjamin Coria pour la richesse de l'introduction. Ça nous change un petit peu de la pauvreté intellectuelle des thèmes abordés dans notre campagne électorale. Donc, moi, je voulais parler effectivement de l'énergie. On va parler d'énergie fossile. Pourquoi? Parce que l'énergie fossile, c'est ce qui domine notre économie. On a 80% au niveau mondial de notre énergie, ce sont des énergies fossiles, c'est-à-dire le charbon, le pétrole et le gaz. Avant cette découverte, c'est-à-dire il y a 2 siècles, ces énergies-là n'existaient pas. On était 100% renouvelables. Donc, il y a beaucoup de scénarios ici qui veulent nous revenir aux 100% renouvelables, mais on avait déjà une civilisation 100% renouvelable avec beaucoup moins d'habitants et beaucoup moins de consommation d'énergie. Nous, on a… Je me permets juste de vous couper pour dire à tout le monde que vous avez écrit une excellente petite note qu'on trouve dans le dossier ressources où vous précisez ces choses-là avec beaucoup de précision. Voilà. Merci. Nous, on a, en fait, en 2 siècles, notre civilisation, les pays riches, ont dilapidé en fait ces énergies renouvelables, c'est-à-dire que la Dame Nature nous a donné une richesse incroyable dans ces énergies. Elle a mis à peu près 350 millions d'années à créer toutes ces énergies, et en pratiquement 2 siècles, on aura dilapidé toutes ces énergies. Et pourquoi on les a dilapidées? Parce qu'en fait, c'est des énergies qu'on appelle fossiles, mais c'est aussi des énergies faciles. Faciles parce qu'elles ont un grand pouvoir énergétique, elles sont faciles à transporter et elles sont pilotables. Et elles sont gratuites. Quand je dis gratuites, ça veut dire que vous allez sauter au plafond parce que vous payez votre litre de gasoil à 2 €, mais ces énergies sont gratuites. Ce qu'on paye quand on achète notre essence, on paye l'extraction de l'énergie, on paye le transport, on paye le raffinage, et on paye aussi des taxes et puis des dividendes aux actionnaires. Mais tout ce qui est la richesse de ces énergies, c'est totalement gratuit. C'est non comptabilisé dans le prix de l'énergie. Non comptabilisé aussi les 8 millions de morts qui sont créés par la combustion de ces énergies-là. Non comptabilisé également la dette climatique qu'on va laisser aux générations futures. Donc, comme l'a dit Benjamin tout à l'heure, comme l'agriculteur s'approprie la terre pour la travailler, les industries d'énergie fossile se sont accaparées les richesses du sous-sol. Et de façon assez injuste, parce que ces richesses-là sont épuisables. Et donc, ce qu'elles utilisent comme énergie, c'est de l'énergie qui ne sera plus disponible pour d'autres personnes et qui sera plus disponible pour les générations futures. La suprématie du marché sur ces énergies-là, ça fait une industrie qui est beaucoup trop extractive par rapport aux ressources planétaires, par rapport à la biosphère et par rapport à ce que la nature peut supporter. Donc, face à l'accaparement de ces énergies, on a essayé de revenir en arrière, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, on a nationalisé les grands groupes énergie. En France, on a créé le groupe EDF-GDF. Et puis, en 2007, Bruxelles a voulu faire marche arrière. Ils ont dit, non, finalement, on va éclater tout ça. Donc, GDF est devenu Engie, la distribution a été donnée à GRDF.
le transport d'électricité a été confié à RTE et puis la distribution à Enedis. L'ouverture du marché, c'était censé être profitable aux consommateurs. Et je pense que nos technocrates européens ont oublié un peu que cette énergie, c'est une énergie en voie d'épuisement. Et comme tout qui est en voie d'épuisement, ça conduit à un renchérissement. Et donc, il fallait effectivement prévoir ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire une explosion du prix des énergies. Dans les communs, ce sont des ressources partagées, c'est-à-dire c'est des ressources qui sont gérées de manière participative par des communautés d'usagers et selon des normes que ces communautés envisagent. Ces énergies sont indispensables au bien-être de nos civilisations. Et dans l'histoire des communs, c'est un peu un juste milieu entre une dynamique étatique et une dynamique d'économie de marché. Si on fait un focus sur les énergies renouvelables qui nous intéressent aujourd'hui, c'est des énergies qui sont aujourd'hui moins chères que les énergies conventionnelles, qui sont inépuisables. Les rayons du soleil nous permettent de produire de l'eau chaude, permettent de produire de l'électricité. La force du vent permet de faire tourner des turbines. Ces énergies sont disponibles pour tous, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous, on utilise le soleil ou le vent que notre voisin ne peut pas l'utiliser. Chaque jour, le soleil nous envoie 7000 fois notre consommation d'énergie. Donc, on a une disponibilité de cette énergie qui est vraiment importante. L'objectif du développement durable numéro 7 énonce que d'ici 2030, l'accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes sera à un coût abordable. Donc, effectivement, ils engagent les citoyens à pouvoir utiliser cette énergie. Ils mettent les préoccupations internationales. Patrick, fort de ce constat puissant, hein, comment vous, à Cergy-Pontoise, vous en êtes venu à créer l'association? Sur quel levier vous vous êtes appuyé? J'y arrive. On a la loi de transition énergétique, l'article 173, qui dit donner aux citoyens, aux entreprises, au territoire et à l'État le pouvoir d'agir ensemble. Donc, c'est ce qu'on a fait avec la SIC Voix de citoyens à Cergy-Pontoise, exploiter les énergies renouvelables au bénéfice des gens du territoire. Comme les AMAP font le circuit court de l'alimentation, nous, on fait le circuit court de l'énergie, c'est-à-dire produire localement l'énergie, une partie de l'énergie que l'on consomme. Voix de citoyens, c'est une société civile, d'une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, société, ça veut dire que notre but est lucratif, hein, on veut des projets qui soient rentables. Les sociétaires nous confient un capital, on n'est pas là pour dilapider le capital, donc il faut qu'on rentre dans l'argent investi. Mais la lucrativité n'est pas l'objectif prioritaire de notre coopérative. L'objectif prioritaire, c'est que les citoyens, la collectivité participent à la transition énergétique du territoire. D'ailleurs, dans nos statuts, il est inscrit que 57,5% des bénéfices minimums seront investis dans de nouveaux projets. Donc, la lucrativité n'est vraiment pas l'objet principal. C'est une société coopérative, ça veut dire qu'on a une gouvernance démocratique suivant le principe une personne, une voix. Et ça, c'est quel que soit le nombre de parts. Vous prenez une part à 100 €, vous prenez 30 parts qui valent 3 000 €, vous avez exactement le même pouvoir à l'Assemblée générale de notre gouvernance. Une exigence démocratique directe, c'est-à-dire qu'on crée des services communs à l'échelle locale et on veut impliquer les citoyens dans la construction politique, socio-économique de notre territoire. L'intérêt collectif, puisque la SIC, c'est d'intérêt collectif, on a 3 types de sociétaires. On a des bénévoles ou assimilés salariés, ça c'est le premier type de sociétaire. On a des bénéficiaires de l'énergie produite, deuxième type de sociétaire. Et le troisième type, c'est les collectivités locales. On a 70 personnes physiques qui ont pris des parts dans la coopérative
et 13 personnes morales. Donc, vous avez cité effectivement la Ligue de l'enseignement qui a pris des parts, mais on a aussi 9 collectivités territoriales qui ont pris des parts de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, et on est très contente que effectivement les élus puissent participer à cette entreprise de réappropriation de la production d'énergie. C'est un assemblage d'intérêts et d'attentes très diversifiés qui crée notre richesse. Je vous remercie de votre attention. Non, mais Patrick, moi, je ne vous remercie pas. Je voudrais juste que vous terminiez sur 2 projets fermes qui vont déboucher donc, sur les toits de l'ESSEC et Les Pontoise. juste on a effectivement 2 projets qui ont passé les étapes de l'étude de faisabilité. Donc, ça veut dire qu'on est des projets qui sont viables économiquement et techniquement. Donc, l'ESSEC et l'Université de Cergy-Pontoise vont nous prêter des toitures pour qu'on puisse installer 2 centrales de à peu près une centaine de kilowatts crête. Donc, ça fait à peu près 500 mètres carrés de panneaux solaires qui vont être sans doute installés dans le courant 2022 et qui permettront de produire de l'électricité pour ces bâtiments-là, puisque ce sera de l'électricité qui sera autoconsommée par les bâtiments et qui participera à la réduction de leur consommation électrique venant de leurs fournisseurs respectifs. Merci beaucoup, merci d'avoir tenu le temps. Alors, les questions sont ouvertes. Benjamin Coria, est-ce que vous avez des questions ou des remarques à faire sur le projet Watt citoyen par rapport aux coopératives SIC, donc notamment? Oui, je vais faire un commentaire. Bon, d'abord, je me réjouis de voir naître ce type d'initiative et surtout s'institutionnaliser, y compris sous la forme de SIC. Bon, alors, ma remarque, c'était juste pour dire que d'expérience, évidemment, comme vous l'avez compris, moi, je suis plongé dans ce mouvement depuis de nombreuses années, d'expérience, les communs qui franchissent le pas et qui décident de s'institutionnaliser pour se pérenniser et exister de manière durable, 80% d'entre eux choisissent la forme SIC. Voilà, je voulais juste indiquer ça. Et ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est à la fois une coopérative, donc avec les dimensions démocratiques, si on peut dire, de la gouvernance que vous avez mentionnées, et c'est à la fois une coopérative, comme l'indique l'expression SIC, d'intérêt collectif, donc qui ont à voir avec l'intérêt général, à la différence des coopératives classiques qui ont pour objet principal la protection de leurs propres salariés, si je peux dire. Voilà, donc c'était juste pour dire, ce n'est pas du tout le fait du hasard que la forme SIC, qui a été créée par la loi Hamon de 2014, quand il a réformé l'ESS, la forme SIC est par excellence la forme que choisissent les communs quand ils veulent passer à l'acte, si je peux dire, et s'institutionnaliser. Voilà. Sinon, j'ai trouvé l'exposé et l'expérience, évidemment, très, très intéressant et stimulant. Alors, Benjamin, puisque vous prononcez le mot ESS, donc économie sociale et solidaire, est-ce que vous pourriez, en 2 minutes, nous dire comment se situe le mouvement des communs par rapport à l'économie sociale et solidaire? C'est une très belle question. Alors, je vais être cash, vous avez compris que je n'ai pas ma langue dans ma poche. Le mouvement des communs a beaucoup espéré que les grands acteurs de l'ESS, donc les mutuelles, les grandes coopératives riches, allaient comprendre l'importance des communs et allaient venir à leur secours et à leur aide. Malheureusement, ça s'est extrêmement peu fait et l'ESS est resté dans sa tour de garde. Alors, ce n'est pas fini, c'est pas fini. Moi, j'ai créé avec d'autres une association qui s'appelle la Coop des communs et qui a pour but de favoriser le rapprochement entre les coopératives et les communs. Bon, donc pour le moment, ce n'est pas encore fait, ce rapprochement, ce n'est pas encore fait. Sinon, sur le principe, il y a tout pour que ce rapprochement se fasse. Il y a tout.
parce que les communs sont capables d'apporter aux coopératives une double revitalisation sur les principes de gouvernance d'un côté et sur la prise en compte de l'intérêt collectif et de l'intérêt général de l'autre. Je l'ai dit, hein, le commun, c'est consubstantiel de l'intérêt collectif et de l'intérêt général à travers la préservation des écosystèmes, etc. Et puis d'autre part, l'ESS peut apporter son expérience, son histoire dans l'institutionnalisation dont les communs manquent cruellement. Donc, il y a tout pour que cette rencontre se fasse. Malheureusement, elle n'est pas encore vraiment faite. Alors, je passe la parole à Eric Forti qui, outre le secrétariat général de la Ligue de l'enseignement, est encore président pour quelques jours, mais depuis plusieurs années, de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Île-de-France. Tout à fait, merci Marianne. Oui, non, j'apprécie effectivement la clarté de votre expression, Monsieur Correa, quand vous dites que l'ESS est resté dans sa tour de garde. C'est vrai qu'on a du mal à rentrer dans le vif du sujet sur la gestion de projets d'entreprise, d'utilité sociale ou d'intérêt général. Mais ceci dit, je rajoute un point à ce qu'a évoqué Patrick Trussell et ce que vous venez de dire sur les rapports qui vont naturellement se construire entre les principes de l'ESS et les communs, tels que vous les avez définis. C'est la notion que Patrick évoquait de lucrativité limitée. Je crois pouvoir dire aujourd'hui que nous travaillons à l'échelon national et même européen à partager avec nos amis européens la notion de lucrativité limitée qui a ceci d'intéressant de faire bouger les lignes sur les rapports marchands, utilité sociale et gouvernance démocratique des entreprises de l'ESS. Cette notion de lucrativité limitée apparaît comme étant une singularité intéressante dans les rapports à l'économie classique, capitaliste et marchande que vous évoquiez aussi. Ouais. Je rajoute juste un mot pour être très rapide. Oui, absolument. Je pense que cette notion de lucrativité limitée, elle est riche et porteuse d'avenir. Le mot que je voulais juste rajouter, c'est que à la notion de fonds irrécupérables, hein, qui Oui. est constitutive des coopératives, on peut rajouter maintenant la notion de fonds impartageables, hein, qui sont rajoutés au capital social de l'entreprise en vue de l'investissement, en vue de sa consolidation. Donc, à travers ces triples notions, hein, de lucrativité limitée, fonds irrécupérables, fonds impartageables, on s'avance vers un type d'entreprise qui comment dire, a beaucoup de traits qui la rapprochent des communs et constituent des formes institutionnelles d'entrepreneuriat pour les communs. Tout à fait, ce que vous évoquiez tout à l'heure sur les difficultés et ce qu'évoquait aussi le premier intervenant André Martin sur la nécessité de se doter d'une structuration qui permette d'associer le citoyen usager à la gestion et à la gouvernance de l'entreprise. OK, merci beaucoup en tout cas. Y a-t-il d'autres questions avant que nous abordions l'habitat partagé dans le Vexin ? Donc, nous allons donner maintenant la parole au collectif du Champfoulon qui est en train, donc, après de nombreuses années d'aventure, de faire naître ce beau projet d'éco-hameau à Saint-Cyr-en-Arty. C'est la création de 27 logements qui vont s'installer sur 1 hectare de terrain avec beaucoup d'espaces communs. Et donc, au départ, une initiative de la mairie pour amener des nouveaux habitants et qui ne voulait pas que ça prenne la forme d'un énième lotissement. Et donc, vous avez bénéficié aussi de l'aide du PNR, du Parc naturel régional du Vexin, mais vous allez nous expliquer ça depuis le germe de l'aventure en 2007. Donc, je passe la parole à Claire-Marie Baron, qui est entourée, puisque le jeu collectif est vraiment dans votre ADN et un souci important, avec Tristan Delacelle, qui interviendra aussi s'il y a d'autres questions derrière. Merci Marianne. Bonjour à tous. Donc, comme Marianne le disait, c'est la commune de Saint-Cyr-en-Arty qui a initié le projet à partir de 2007 et qui, avec le Parc naturel régional du Vexin français, a élaboré les premiers choix
à ce sujet. Et donc, la direction, c'était d'aller vers un éco-hameau, sinon rien. C'est-à-dire que si l'éco-hameau ne se construisait pas, le terrain redeviendrait inconstructible. Voilà. Donc, ça posé. Ensuite, il y a eu un travail réalisé avec les habitants du village, encadré par des étudiants en architecture. Et donc, de là sont sorties les notions d'intergénérationnel, de mixité sociale, de respect de l'environnement et d'architecture du patrimoine vexinois. Donc ça, c'est des composantes donc, de cet éco-hameau. Pour faire un point sur là où on en est arrivé, il faut repartir de 2016, où le groupe d'habitants a commencé à se constituer jusqu'en 2021. Il s'est monté en association. Il a été formé par des ateliers collaboratifs avec des professionnels sur différents sujets, les modes constructifs, les matériaux, la gestion de l'énergie et de l'eau et les aspects paysagers, entre autres. Nous sommes donc en autopromotion et nous avons avancé grâce à notre aide à la maîtrise d'ouvrage, qui est Courtoisie urbaine, notre architecte Angélique Chaudemois, et ainsi on a obtenu le permis de construire en 2020. Et aussi notre promoteur Terralia qui va démarrer le chantier à l'automne et on espère emménager au printemps 2024. Pour parler un peu structure juridique, donc on a monté une SCIA, Société civile immobilière d'attribution. Donc la société sera en activité le temps de la construction. Et ensuite, au moment de la livraison, donc début 2024, la SCIA sera dissoute et laissera la place à une copropriété. Et donc, dans cette copropriété, on y trouvera des propriétés classiques, on va dire, c'est-à-dire que des foyers individuels ont acheté des logements, et puis une propriété collective qui est donc une société, une SAS Coop, une société par action simplifiée coopérative. C'est une coopérative d'habitants. C'est-à-dire que c'est une propriété, donc, comme l'expliquait tout à l'heure la personne qui parlait de l'énergie, c'est une coopérative donc, où la gouvernance se fait selon le principe d'une personne, une voix, quel que soit le nombre de parts détenues. C'est donc une propriété collective, c'est un système de valorisation déconnecté du marché, c'est-à-dire qu'on sort un bien immobilier de la spéculation avec cette coopérative. Et enfin, on a des usages et des espaces partagés au sein de cette propriété collective. Ensuite, chaque habitant de la coopérative paiera un loyer à la coopérative. Voilà. Et initialement, chaque habitant de la coopérative a apporté un pourcentage de la valeur de son logement. Avec cette cagnotte commune, on est allé chercher un financement auprès d'une banque. Voilà. Et c'est pour ça que, entre autres, la redevance payée à la coopérative servira à rembourser la banque, plus d'autres charges, évidemment. Vous pouvez voilà, donc on aura… Pardon ? Non, vous pouvez peut-être nous dire, ça c'est donc le montage un petit peu financier et juridique. Est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer, parce que je crois que sur le projet, il y a 15% d'espace collectif. Vous pouvez nous décrire les différents usages? Voilà, donc globalement, je vais en parler, hein, c'est prévu. On aura 27 logements, donc répartis dans 5 bâtiments. Et l'aspect sera inspiré des longères des fermes du Vexin, donc des grands bâtiments qui encadrent un espace central. Là, on a une dimension écologique très forte pour la construction. Et puis, on a surtout un désir de fonctionnement collectif très vivant. Voilà. Et donc, pour venir aux espaces partagés, donc 15% de la surface construite sera partagée. L'idée, c'est de créer des lieux de rencontre et de transmission. Des lieux de rencontre au quotidien, en allant du parking à son logement, par exemple, dans le jardin, à la buanderie, dans le local vélo.
des lieux de rencontre et de transmission aussi lors d'activités ou d'événements. On aura une maison commune qui est financée par le parc, qui fait 70 mètres carrés sur 2 niveaux, avec une cuisine et une salle de réunion. On aura aussi un atelier bricolage dans un autre bâtiment, un atelier pour la réparation des vélos, et on a prévu aussi une cave. Et puis devant la maison commune, il y aura ce qu'on appelle la place de l'éco-hameau, qui est ouverte et qui est accessible du village. Et donc, pour revenir à la maison commune, c'est vraiment le cœur de vie de l'éco-hameau. Elle sera le lieu d'activité proposé par les habitants de l'éco-hameau selon leurs compétences. En vrac, voilà, un ciné-club, de l'aide aux devoirs, des arts plastiques, de la cuisine informatique, atelier zéro déchet, tricot, musique, danse, yoga, conférences, jeux de société. Enfin voilà, c'est un lieu qui sera très vivant. Et tout ça est vraiment voulu dans un esprit de transmission de savoir et de savoir-faire. Et puis, bien sûr, jamais refermé sur nous-mêmes, mais ouvert sur les habitants du village qui pourront évidemment participer. Donc, pour revenir au groupe, c'est vraiment ensemble qu'on construit cet éco-hameau bien avant le début du chantier, parce que depuis plusieurs années, entre autres, on a rédigé la charte de nos valeurs à laquelle chaque futur habitant adhère en arrivant dans le groupe. Évidemment, on y trouve la bienveillance, la solidarité, l'ouverture, la transmission, le partage, la sobriété, le respect, l'écoute. On s'inspire pour travailler de la sociocratie, de la gouvernance partagée, de la communication non violente. Chacun de nous peut s'exprimer. On a tous la parole et on participe tous aux décisions. On est apprenant sur ce chemin de gouvernance et donc notre organisation évolue. L'expérience du groupe s'est construite au fil du temps. On s'adapte aux besoins et aux contraintes qui se présentent. On intègre aussi les compétences des uns et des autres. Il y a de nombreuses belles personnes dans ce groupe qui sont d'une richesse très, très forte pour le groupe. Et puis, on se forme, bien sûr, par des lectures, des films, des conférences, des expériences qu'on mène entre nous. Et au niveau… Oui, Marianne ? Là vous parlez de ce groupe, la façon dont vous faites le ciment du groupe, c'est très important. Mais l'ouverture au village, par exemple, il y a ce verger qui est le long de la parcelle. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous y avez fait allusion, mais comment vous vous ouvrez sur le village? Alors, en fait, le verger, ça restera un terrain communal. C'est un verger communal qui a été planté il y a une petite quinzaine d'années et qui est à disposition de tous les habitants du village. Voilà. Il y a aussi un jardin qui est sur le même fonctionnement et qui est devenu un jardin partagé. Et donc, il y a une personne de l'éco-hameau, des futurs habitants, qui l'anime en direction de tous les habitants futurs ou actuels du village. Voilà. On est en plein dans les communs, là. Pardon ? Je dis, on est en plein dans les communs. Tout à fait, oui. Voilà. Et pour terminer, concernant notre gouvernance, on a 2 niveaux de fonctionnement. On travaille en cercle. Ce sont des petits groupes qui travaillent sur différents sujets. La communication, la cooptation, l'énergie, la comptabilité, les outils numériques, l'accueil des nouveaux, la formation, voilà, et il y en a d'autres encore. Donc ça, c'est un niveau de travail. Ça nous demande beaucoup de temps. C'est très chronophage parce qu'on a beaucoup de réunions pour travailler ensemble. Et puis, un autre niveau, c'est des réunions plénières qui se passent tous les 15 jours, qui servent à faire circuler l'information et à prendre des décisions. Et puis, voilà, nos décisions, on les prend en principe au consensus, au pire au consentement. Voilà. Il y a parfois des décisions qui prennent un petit peu de temps à émerger. Voilà. On essaye de travailler le plus horizontalement possible
même si on a bien conscience qu'avec le nombre qu'on est, il faut un tout petit peu de verticalité quand même. Voilà. En tout cas, on a hâte d'y habiter. Et à force de travailler ensemble, on se connaît déjà assez bien. Et voilà, on a très pas entendu combien vous êtes. Claire-Marie, vous êtes combien dans ce collectif? Alors, on est à peu près 55. Il y a une bonne dizaine d'enfants. Voilà, donc 43, 44 adultes. Et l'éco-hameau, c'est 27 logements, hein, c'est ça? C'est ça. D'accord. Alors, il y en a 14. Il y en a 14 en pleine propriété et 13 en coopérative d'habitants. D'accord. Juste, je me permets de préciser une chose. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, tout à fait. Parce que tout à l'heure, tu as parlé de la coopérative, mais donc juste pour que ça soit clair, en fait, tous les espaces partagés dont on a parlé, la maison commune, etc., ça concerne vraiment l'ensemble des habitants, qu'ils soient en propriété privée ou en propriété collective. Et donc, en fait, concrètement, ils sont fédérés par une association. Donc, c'est l'association qui va continuer à être vraiment, qui va faire vivre en fait les co-hameaux, les activités, etc. Et la coopérative est là juste pour voilà, l'aspect, quelle relation on a à la propriété en fait, du bâti. Mais sinon, pour le reste, pour la mutualisation des espaces, des services, etc., c'est vraiment voilà, sur tout les co-hameaux, quel que soit le mode de propriété. Merci vraiment beaucoup, c'est très riche. Donc, comme on l'avait indiqué, on va sans transition passer la parole à Sébastien Campos et garder nos questions pour après l'exposé de Sébastien. Donc là, on franchit les frontières du Val d'Oise, puisqu'on se rend à Carrières-sous-Poissy, dans les Yvelines, où s'est installé un tiers-lieu culturel dans ce qui un drôle de château, un château éphémère, hein, qui est un château en fait du XXe siècle. Alors Sébastien Campos en est le directeur et donc ton équipe, Sébastien, s'est constituée autour, je pense, des arts numériques et des musiques électroniques, mais beaucoup d'initiatives se sont agrégées. Et tu vas nous expliquer comment les choses se sont enchaînées donc depuis 2015. Eh bien, avant 2015, en fait, ce projet, bonsoir à toutes et à tous, et je suis vraiment ravi d'être là ce soir et de pouvoir apporter ma contribution à cette réflexion collective, à ces échanges. À l'initiative, en fait, au départ, c'est pas un projet collectif. En fait, le château, c'est un projet politique. Et c'est bien là que, en fait, sur cette notion de commun, déjà, on est peut-être un petit peu en décalage. D'autant plus que ce projet de lieu a été confié à une association, un opérateur en fait, associatif, plutôt au mode de gestion fermé et mercantile. Deuxième point sur lequel on n'est peut-être pas totalement en phase avec cette notion de commun. Donc, notre association, en fait, elle est une filiale d'une association déjà préexistante qui était opérateur, à un moment donné, d'une collectivité territoriale, aujourd'hui la plus grosse collectivité urbaine de France, et ce n'est pas inintéressant, d'un lieu bourgeois dans un quartier populaire. Donc, on est déjà sur quelques ambivalences, quelques paradoxes. Quartier populaire, un lieu numérique, un lieu dédié à l'art contemporain dans un quartier où la fracture numérique est prégnante. On ne partait pas sur des bases très faciles, on n'est toujours pas d'ailleurs un lieu à l'épanouissement facile. Néanmoins, cette équipe s'est resserrée au bout de 3 ans, donc l'équipe de salariés déjà autour du projet, puis cette association filialisée s'est un peu émancipée évidemment de cette structure au départ porteuse et opératrice du projet, tout simplement parce que cette autre association avait d'autres projets sûrement plus intéressants à développer, en tout cas plus mercantile, voilà, enfin, en tout cas plus juteux ailleurs. Donc il y a eu un vrai tournant, un vrai virage, et en fait au gré de ces premières années, on a pu développer de nouvelles activités. Donc notre première activité, l'activité principale, c'est des résidences d'artistes, autant à travers des appels à projets que du locatif. Ça, c'est aussi une réalité. On a un lieu d'économie, je dirais, mixte. Hein. On reçoit de l'argent public, mais on génère aussi nos ressources propres. Et à la fois, très vite, on a décidé de partager ces expériences de la création artistique, de partager aussi certains outils. Et donc, ça s'est mis en place à travers
des temps collectifs, notamment d'usage de la musique assistée par ordinateur, en gros, donc des temps libres de pratique en collectif. On a monté aussi ce qu'on appelle des hackathons, des événements donc, au cours desquels des spécialistes sur Nice, eux sont spécialistes, mais du coup, parfois, sont très complémentaires en termes de pratique. Ça peut être des designers, ça peut être des développeurs informatiques, des metteurs en scène, etc. Donc, des temps créatifs vraiment riches autour d'un projet collaboratif. Enfin, on a un Fab Lab au château. Donc, c'est un outil dans lequel on a des machines-outils d'aujourd'hui, imprimantes 3D, découpe laser, j'en passe, mais aussi en fait l'idée que on puisse à un moment donné construire et transmettre ces connaissances sur ces machines. Et c'est bien là un enjeu majeur, c'est les usages du numérique. Comment à un moment donné, nos artistes résidents, mais aussi la population, on les amène à des usages partagés, différenciés peut-être de ceux que la société de consommation peut nous proposer. Ça, c'était un peu pour le volet, je dirais, résidence d'artistes. On a tout un programme d'éducation artistique et culturelle. Il y a un gros enjeu, évidemment, c'est celui de l'accès aux droits, les droits culturels, cette notion fondamentale de l'accès à la culture pour tous, de pouvoir exprimer ces différences, ces cultures dans un quartier qui est d'une mixité assez représentative des quartiers populaires. Ce n'est pas une chose évidente, mais en tout cas, nous, on a décidé de monter tout un programme, du coup, en direction des périscolaires, des scolaires, des familles, ce depuis l'ouverture de ce lieu. L'éducation artistique et culturelle, ça ne rapporte pas d'argent au départ, mais petit à petit, ça permet vraiment au projet de se consolider et de faire sens au regard d'un projet collectif qui est tourné vers son quartier, vers sa ville. Aujourd'hui, c'est près de 700 personnes qui sont touchées par an et 25 ateliers différents déployés dans nos murs et aussi hors nos murs. Le château éphémère, c'est aussi des activités vers l'emploi et le social. En fait, depuis peu, on est un espace labellisé, espace numérique. En fait, on a pu obtenir, dans le cadre du plan de relance, la création d'un poste de conseiller numérique, donc qui accompagne nos habitants dans leurs démarches administratives en ligne, mais aussi, dans très peu de temps, des ateliers plutôt collectifs autour justement des usages du numérique, notamment un soutien aux familles sur l'approche des interfaces d'accompagnement scolaire de leurs enfants, etc. C'est aussi un lieu dédié au coworking depuis maintenant 5 ans. Alors d'abord avec des enjeux locatifs prégnants, puis finalement ces coworkers se sont assez naturellement tournés les uns vers les autres. Nous, on les choisissait aussi pour leurs appétences ou leurs pratiques, s'appuyant sur du coup des outils numériques. Donc leurs spécialisations sont plutôt en règle générale ouvertes. On sait que historiquement le numérique, c'est aussi un vrai enjeu de l'open source et pas forcément des licences privées, je dirais, et de ces droits forcément accès marchand, voilà. Petit à petit, donc ce collectif de coworkers s'est aussi émancipé à sa manière d'un carcan qui était simplement locatif. Enfin, on organise, nous, des chantiers d'insertion. On a un lieu ressource pour l'insertion professionnelle. On accueille une dizaine de bénéficiaires par an qui, à la fois, nous permet de maintenir ce lieu patrimonial en état et à la fois, bien évidemment, de mettre le pied à l'étrier de personnes, de jeunes, de moins jeunes, en déshérence vis-à-vis de l'emploi et de créer certaines appétences dans certains corps de métier, notamment liés au bâtiment. Enfin, le troisième axe de ce lieu, c'est les activités de loisirs. Donc, on a des jardins pédagogiques, des jardins partagés qui ont connu leur heure de gloire jusqu'à il y a 3 ans. Et puis, en fait, on est sur des sols un petit peu compliqués. Et puis, le collectif qui gérait ces jardins a un petit peu explosé. Néanmoins, leur dynamique était intéressante puisque en ligne, on pouvait trouver des tas d'outils partagés, en fait, donc à travers des serveurs, que ce soit des études sur la biodiversité, différents plans partagés, des mises en perspective, voilà, des forums aussi de discussion. Voilà, et ces jardins en fait sont en train de redémarrer puisque dimanche dernier s'est tenu enfin, on est presque dans une période post-Covid, les premières réunions publiques autour de la reprise de ces jardins partagés. On était une vingtaine de personnes et donc c'est plutôt encourageant. Dans les activités de loisirs, on a aussi un restaurant et ce restaurant, il a connu en 7 ans
3 exploitants, donc on a plutôt été en situation d'échec. Pourquoi? Parce que déléguer à un moment donné, en termes de valeur, ça ne fonctionne pas. Néanmoins, on s'interroge du coup forcément sur le modèle futur de cette activité, à travers, pourquoi pas, la création en fait, d'une cantine solidaire avec des femmes de notre quartier. Et c'est un projet qu'on souhaite monter là, pour la rentrée prochaine. Enfin, c'est un lieu qu'on privatise, qu'on continue de louer. Alors, à des associations locales, on aimerait bien leur mettre à disposition gracieusement, mais bon, on a quand même, nous, des réalités de charges fixes sur le ménage, notamment, qui sont inhérentes à ce type d'activité. Parfois, on loue aussi celui à des entreprises et à des collectivités pour des séminaires, des temps de rencontre. Voilà, et on gagne une certaine autonomie, en tout cas, financière. Pour ce qui est de notre mode de gouvernance, il est assez de plus en plus ouvert en fait, dans notre conseil d'administration. On aimerait qu'à terme, chacune des activités que je vous ai citées puisse être représentée donc, au sein de ce conseil d'administration, ce qui n'est pas encore totalement le cas, mais on va y arriver. C'est vraiment la dynamique dans laquelle on souhaite s'inscrire. Et puis, en fait, on est labellisé, peut-être je l'ai évoqué tout à l'heure, mais peut-être pas, fabrique de territoire en fait, depuis 2 ans par l'AMI, donc le CGET, en fait, la cohésion des territoires. Et c'est important pour nous d'être ressources. En tout cas, c'est aussi cette labellisation un moyen de valoriser. Fabrique des territoires. Ouais. C'est pas France Tiers-Lieux. Non, ça c'est autre chose, c'est la fédération des tiers-lieux. C'est l'association. En fait, c'est une association délégataire de l'État. C'est assez proche. Hein. Oui. On en parlera tout à l'heure, mais ce n'est pas complètement autre chose. Hein. Fabrique des territoires et tiers-lieux. Hein. Pas non, bien sûr. Non, c'est la même chose même. Oui, bien sûr. Et juste pour dire que nous sommes ressources par cette labellisation, c'est une reconnaissance de notre réalité de tiers-lieu, mais c'est aussi un moyen de reconnaissance du fait que nous soyons ressources pour des tas d'autres tiers-lieux sur notre territoire yvelinois, à l'échelle francilienne et à l'échelle nationale, parce que nous prenons le temps d'accompagner des initiatives citoyennes, individuelles, collectives, ou même de collectivités, autour justement de cette notion de tiers-lieu, et nous sommes donc ressources. Voilà. Merci beaucoup Sébastien d'avoir, comme tes 3 prédécesseurs, réussi la prouesse de présenter un projet très riche. Alors je crois que Benjamin Coria, vous pourriez peut-être intervenir par rapport à ces questions de tiers-lieu. Je crois qu'on en avait discuté, ou vous avez peut-être d'autres angles de questions à poser aux 2 derniers intervenants. Non, moi j'ai trouvé les deux présentations vraiment extrêmement riches et qui montrent un peu la vitalité, quoi, l'efflorescence de ce à quoi on a affaire, qui n'est pas encore complètement fixé. Alors, de ce que je comprends, parce que c'est des initiatives que je découvre, hein, un peu comme tout le monde, hein, de ce que je comprends, il y a quand même des différences et sur lesquelles il serait peut-être utile de discuter. Dans le cas de l'éco-hameau, ce que j'ai trouvé intéressant, si je peux dire, et spécialement intéressant en tout cas, outre le projet d'habitat partagé, qu'on retrouve dans d'autres endroits, c'est jusqu'où c'est poussé, c'est-à-dire c'est poussé assez loin quand même. Hein. Et j'ai trouvé que cette idée de, je ne sais pas très bien comment vous le qualifiez, mais d'une structure commune où il y a une offre de services en fonction de la compétence des habitants du hameau et qui est une compétence à la fois distribuée en interne et vers l'extérieur, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est quelque chose en plus de l'éco-hameau ou de la propriété partagée, de l'habitat partagé qu'on trouve d'habitude. Voilà, donc ce côté-là m'a beaucoup intéressé. Alors, sur le château éphémère, il se trouve que moi, je suis pas mal ce qui se passe avec France Tiers-Lieu, et pour ne rien cacher, hein, j'ai l'habitude de parler cash, donc je continue. Je ne suis pas toujours enchanté par ce qu'ils font, voilà, parce que c'est une labellisation qui est souvent externe, qui vient se poser sur une activité qui avait sa préexistence. Voilà, et donc moi, là, j'ai plutôt des questions. Hein. C'est
dans quelle mesure ça vous aide, et ça je comprends que ça vous aide, hein, je m'adresse là à la personne des châteaux éphémères, et dans quelle mesure ça fait apparaître une série de contraintes, hein. Dans beaucoup de cas, je ne sais pas du tout ce qu'il en est, hein, pour le château éphémère, mais dans beaucoup de cas, les tiers-lieux labellisés, fabriques du territoire, etc., sont des instruments de la politique publique et avec des succès très inégaux, très inégaux. Donc voilà, c'est deux cas assez différents, me semble-t-il. On pourrait aussi faire réagir Éric Fortis. Non, mais vas-y, Sébastien. Alors, Sébastien d'abord. Mais ouais, moi, je vous rejoins, hein, sur le fait qu'à un moment donné, c'est un instrument politique à part entière, hein. Enfin, c'est de l'initiative à l'époque de Normandie, pardon, donc, évidemment sous Macron. Et effectivement, enfin, il y a un risque à un moment donné de mettre sous la même appellation des lieux qui sont dans des diversités, des modes de fonctionnement sur des thématiques tellement différents. Il ne faut pas que ça devienne des faire-valoir. C'est un petit peu comme le travail du numérique à un moment donné aujourd'hui. L'enjeu à un moment donné de l'écologie ou du numérique, c'est greenwashing, vous l'avez dit tout à l'heure aussi par rapport à la notion de common washing. C'est la même chose en fait. C'est ce qu'on apporte réellement au territoire, ce qui n'est pas facile à toujours quantifier. Et après, en termes de moyens apportés, n'en demeure pas moins qu'il y a quand même quelques dynamiques collectives. Alors là, on a beaucoup vécu ça en ligne à travers ces webinaires du fait du contexte sanitaire. Après, sur les moyens financiers, finalement, on est assez libre de l'orienter, même s'il y a quand même une préférence, une orientation sur l'emploi, sur des investissements qui, à un moment donné, vont permettre aux structures à terme de devenir autonomes. Donc, ça présage un petit peu l'effondrement à venir des financements publics, hein, clairement en direction notamment de la culture. Donc, ça interroge. Nous, on est un peu dans cette anticipation, donc on se dit super, avec cet argent de l'État, on a pu investir dans des outils qui vont demain nous permettre d'être plus autonomes, notamment sur la partie locative. Je vais être très clair, nous, on a construit un espace chapiteau pour faire de l'événementiel. Mais cet argent va contribuer du coup à un moment donné à financer notre projet culturel et artistique dans sa globalité. Mais ça n'enlève en rien l'effondrement prévisible et déjà réel. Si je peux me permettre, je vais juste rajouter un mot polémique, hein, délibérément polémique, mais c'est pour susciter la discussion. C'est qu'il y a un peu un souci, hein, pour ne pas le cacher, il y a un peu un souci qu'un certain nombre de ces tiers-lieux, pour les désigner ainsi, ne deviennent des services publics du pauvre, hein. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on assiste au retrait des services publics, on fabrique des maisons à tout faire, hein, si je peux dire, et qui, quelle que soit la qualité, la bonne volonté des animateurs, des participants, etc., restent très sous-équipés par rapport à ce que pouvaient être les services publics. Donc voilà, on est un peu sur la corde raide là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Tout le monde, hein. Bah non, mais clairement, de toute façon, la dimension collective, elle est galvaudée, hein. Quand une commune, j'en connais une pas très loin de là où j'habite, parle de tiers-lieu pour son nouvel équipement multi-activité, ben, si à un moment donné, l'habitant a moyen de parole et de poids réel en direct au quotidien sur sa ville, ce serait intéressant de dire que la notion est bonne et juste, mais ce n'est vraiment pas le cas, quoi. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, entre guillemets, parmi les participants? Alors, André Martin. André Martin. Oui, j'avais une question qui concerne à la fois aussi bien les COAMO que même au Watt citoyen. C'est sur la longueur, enfin le délai pour aboutir à ces projets. Est-ce que vous pensez que
On peut améliorer énormément parce que moi, je suis étonné qu'il y ait autant de délais entre le commencement et puis la réalisation, quoi. Il faudrait que ça s'accélère quand même. Alors, est-ce qu'il y a des obstacles administratifs ou autres? Est-ce qu'il y a à quoi sont dues les lenteurs, en gros, quoi? Je peux répondre. Oui, oui, bien sûr. Donc, des lenteurs. Donc, il y a la durée de maturation, on va dire, normale. Et puis on a été confronté à des refus, des incompréhensions, parce que ce qu'on propose, ce qu'on explique, c'est complètement nouveau. Donc, les gens se méfient, enfin les banques surtout. On a démarché un certain nombre de banques. On était désespérés, on se disait qu'on n'allait pas pouvoir trouver. Enfin voilà, on a eu des gros doutes par rapport à ça. Notre notaire, qui nous a pourtant été recommandé comme connaissant l'économie sociale et solidaire, en fait, elle découvrait nos statuts. Enfin voilà, il y a vraiment il faut que les professionnels montent en compétence sur ce genre de projet, de montage, parce que vous avez dit vous-même, voilà, le temps passe et puis on est toujours là parce qu'on est d'irréductibles gaulois, etc. Enfin bref, mais on a vu partir un certain nombre de personnes du projet parce qu'ils ne pouvaient pas attendre aussi longtemps. Enfin voilà. Et puis, on est un certain nombre à avoir le temps de consacrer tout ce temps à ce projet, parce qu'il y en a qui sont à la retraite, mais qui travaillent à 100% pour cet éco-hameau, en fait. Voilà. Et vous avez voilà. eu Mais également… voilà, comment les professionnels doivent s'ouvrir à ces nouveaux montages et ces nouveautés, voilà, ce qui émerge pour que ça En puisse fait, vivre. il y a un gros décalage entre la vision qu'on a des éco-hameaux, des habitats participatifs, où on a l'impression que ça se développe, on voit des initiatives partout, etc. Et en fait, la réalité du terrain qui fait que ça met des années, parce qu'en fait, en France, ça reste au niveau expérimental, c'est presque aussi expérimental que si on était en totale autoconstruction, etc. Alors même on essaye de faire les choses de manière très institutionnelle, mais en fait, c'est presque aussi difficile que si on construisait nous-mêmes sur notre terrain, enfin voilà, sans règles, sans loi, enfin au niveau juridique, etc. Il n'y a rien qui est fait pour. Les professionnels, comme le dit Claire-Marie, sont pas du tout compétents, etc. Et puis, vous avez eu, je crois, des petits déboires au niveau du conseil départemental qui avait initialement pris entre guillemets, des parts sous forme d'habitat social, de logements sociaux via l'office public départemental HLM et qui s'est retiré. Oui, tout à fait. Oui, le bailleur social initial s'est retiré du projet à un moment où, voilà, enfin, ça a été une décision politique certainement liée à des questions de financement, mais on aurait dû avoir et un bâtiment en location sociale et un bâtiment en accession sociale, ce qui n'a pas pu se faire. Voilà. On a une question de Patrick Russell de Watt. Non, ce n'est pas une question, c'est pour répondre à André par rapport à ses questions sur la durée des projets. C'est vrai que c'est très long. Alors, comme le disait Zazie tout à l'heure, il y a la maturation de l'équipe. On vient d'être créé il y a un peu plus d'un an. Donc, on apprend à se connaître, on apprend à travailler ensemble. Si on compare, par exemple, un pays comme l'Allemagne, les projets en Allemagne vont 2 fois plus vite. Donc, il y a beaucoup moins de barrières administratives qu'en France. Et puis, en France, on a le don de faire du yo-yo avec la fiscalité de l'énergie. On a une énergie qui est vraiment sous-évaluée par rapport à ce qu'elle devrait être. En Allemagne, ils payent le kilowattheure à 30 centimes, pendant que nous, on le paye à 16 centimes. Donc, on est une énergie qui est sous-évaluée parce qu'on sous-évalue toutes les dépenses qu'on fait, notamment dans le nucléaire. Et donc, c'est très difficile quand il y a de la législation qui change. Là, on vient de vivre des fiscalités qui sont
qui sont complètement différentes. On voit qu'il y a des élections qui vont arriver. On a Oui, baissé, tout à fait. on a baissé une taxe qui était à 22 euros le mégawattheure, elle est descendue à 1 euro. Donc Alors, parce que Macron ne voulait pas que l'électricité augmente de plus de 4%. En fait, elle a augmenté de 8%, mais nous, on est obligé de jouer avec ces fiscalités qui font du yo-yo. Et c'est sur cet aspect réglementaire aussi, je crois que, enfin, je vous coupe, excusez-moi Patrick, parce que le temps avance et puis Benjamin a demandé la parole, mais justement, avant de vous la donner, Benjamin, je crois qu'à un moment donné, vous expliquez que les communs, ils doivent jongler entre, d'une part, une nécessaire institutionnalisation pour exister, et d'autre part, lutter contre une trop grande institutionnalisation. Donc, Votre micro, Benjamin. Pardon. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, si vous voulez, je vais prendre les choses par ce bout-là. Les communs, ça crée de la valeur, et ça crée une valeur particulière que j'ai envie d'appeler une valeur environnementale et une valeur sociale. Hein. Environnementale, c'est évident, parce que c'est la préservation des écosystèmes, parce que, etc. Et une valeur sociale parce que quand même, en général, dans les communs, surtout quand il s'agit de coopératives, etc., on a le souci et du client, hein, et de celui qui produit. Hein. Voilà. Et donc, il y a cette valeur environnementale et sociale. Le problème, c'est que cette valeur environnementale et sociale, elle n'est pas reconnue par le marché. Et au contraire, pour le marché, c'est un coût. Le marché, je vais parler cash, encore une fois, le marché, il récompense les prédateurs, il récompense ceux qui font payer le moins cher, quel que soit le coût, en économie on dit, des externalités négatives. Et donc les externalités positives produites par le commun ne sont pas reconnues. Voilà. Alors c'est la raison pour laquelle, et c'est ça le point que je voulais faire, le commun ne peut se développer que s'il y a un tiers contributeur, et j'ai envie de dire, compte tenu de la discussion qu'on a eue, un tiers accélérateur. Ce tiers contributeur, c'est la collectivité locale, c'est la collectivité territoriale, c'est ceux qui ont en charge le bien commun des citoyens, et il leur incombe de compenser cette valeur supplémentaire reconnue par le marché, non reconnue par le marché, pour permettre aux communs de se développer. Voilà. Donc, ce tiers accélérateur et ce tiers contributeur, il peut être aussi un tiers ralentisseur. Hein. C'est-à-dire que si la municipalité, la collectivité territoriale, l'agglomération, etc., n'a pas conscience ou ferme les yeux sur le fait que le commun apporte cette valeur supplémentaire pour le territoire et met des bâtons dans les roues au lieu de faciliter les choses, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. Donc, ce qu'il faut espérer, c'est que c'est exactement le même problème qu'avec le SS. Ce qu'il faut espérer, c'est que progressivement, ces acteurs institutionnels installés vont devenir des tiers contributeurs et des tiers accélérateurs, et que les choses iront de mieux en mieux. Mais on est dans une phase où les partenaires s'observent et ne se sont pas encore reconnus et mariés, si je peux dire. Voilà, il faut arriver à ce moment-là. C'est pas évident. Hein. Non, non. non. Du tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Nous, sur le département, comme disait André Martin, on sent bien que c'est l'agglomération qui nous a mis les bâtons dans les roues depuis des années. Hein. Attendez, on ne voit pas qui vous êtes. C'est Madame Béguin, mais vous avez coupé vous avez coupé la visio. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est Oui, on va vous voir quand même. On va vous remettre. Voilà. Oui, allez-y. Vous pouvez remettre. Voilà. Oui. Je vous vois depuis le début, mais c'est pas méchant. Là, c'est juste nous, pour rejoindre ce que M. Correa disait, les administrateurs, par exemple la Cergy, on sent bien que tout ce qu'on a essayé de mettre en place gênait.
Donc, espérons qu'à l'avenir, les jeunes qui vont prendre nos successions vont être mieux entendus et mieux compris que nous. C'est tout ce qu'il faut souhaiter. Vous êtes dans quelle structure? Moi, je suis avec l'AGLO et je fais partie des consommateurs. D'accord, de l'eau, Hein, très bien. la CLCV pour les nommer. Donc, on est en pleine dent par rapport au gaz. Voilà. Alors, est-ce que, donc on arrive un petit peu en fin de débat. Alors, pas d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, donc soit Benjamin, vous voulez ajouter quelques mots, soit on donne la parole à Eric. Je vais peut-être dire quelques mots et on va laisser Eric conclure. Non, les quelques mots que je voudrais dire, c'est les suivants. C'est que on voit bien qu'il y a un ensemble de difficultés, hein, je veux dire, c'est objectif. Mais en même temps, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'émerger. Et à travers les 4 exemples que vous avez donnés, extrêmement variés, hein, y compris du point de vue, extrêmement variés du point de vue des initiateurs, hein, du point de vue des promoteurs, du point de vue des objets, hein, de la nature des choses sur lesquelles ça porte, et du côté des formes institutionnelles. Donc, moi, je voulais juste comme ça délivrer un message un petit peu optimiste malgré tout. Nous sommes au début de quelque chose. Nous sommes au début de quelque chose. Les institutions ont à comprendre l'importance de ce qui est en train de se passer. Et c'est vrai que moi, je reste raisonnablement optimiste sur le fait que c'est trop important pour que les institutions passent durablement à côté. Elles finiront par comprendre. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Mais évidemment, elles ne vont pas comprendre toutes seules, hein. Il faut faire du corps à corps, il faut les tenir par la manche et il ne faut pas les lâcher. Mais on tient des choses de rénovation de la démocratie, de l'écologie et de l'économie qui sont trop importantes pour laisser passer. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci. Et Eric Écoutez, d'abord, je vais commencer par vous remercier toutes et tous, particulièrement les intervenants et particulièrement Benjamin Correa, que je ne connaissais pas et que j'ai vraiment apprécié dans la présentation qu'il a faite de la définition des communs et de leur traduction dans la vie quotidienne qui pourrait s'annoncer dans les mois, les années qui viennent, les décennies peut-être. Je voudrais effectivement conclure au-delà de ces remerciements par une note tout à fait optimiste, comme vous l'avez évoqué, Benjamin, sur la prise de conscience qui, à mon sens, est en train de s'élargir dans les populations. Évidemment, tous les exemples qui nous ont été présentés font état de difficultés de co-construction avec les politiques en général, donc les élus locaux, l'État dans ses formes déconcentrées, les pouvoirs publics en général. Et là, je voulais tout simplement faire le lien avec une notion singulière de l'ESS qui n'est pas d'ailleurs partagée par tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire avec qui je peux travailler parfois au sein de la CRES. Rappeler que cette forme d'économie s'inscrit effectivement dans une absolue nécessité d'interpeller régulièrement les pouvoirs publics. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas cette co-construction avec les décideurs, les élus locaux et autres, on s'éloigne à un moment donné de l'intérêt général. On s'éloigne de ce que vous définissiez, Benjamin, sur une des singularités du commun, c'est-à-dire une participation active, que l'on soit producteur ou usager consommateur, à la décision dans la construction de la gestion de ces communs, de ces activités et plus largement de l'économie. Alors moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que toute l'économie devrait respecter les principes de la gestion des communs ou plus largement des principes de l'ESS, mais il y a quand même à envisager une partie de l'activité humaine et une partie des biens communs à gérer, développer, redistribuer, bref, exploiter sous une forme collective, démocratique, telle que vous l'avez précisé, en y rajoutant évidemment ce rapport et cette co-construction avec les décideurs publics. Et pourquoi je suis moi aussi raisonnablement optimiste ? C'est parce que d'abord, au fil de l'histoire, on l'a bien vu, les dirigeants, les gouvernants attendent que les peuples s'organisent pour proposer des solutions aux problèmes que nous rencontrons. Et aujourd'hui, des problèmes, nous en rencontrons beaucoup.
Vous l'aurez constaté, nous sortons d'une crise financière en 2008, d'une crise sociale avec les gilets jaunes, pour enchaîner sur une crise sanitaire, avec un chapeau commun à toutes ces crises, qui est la fameuse crise climatique de destruction de l'environnement avancé. Or, beaucoup d'observateurs, dont j'imagine vous faites partie, Benjamin, font un rapport entre ces phénomènes de crise qui s'enchaînent et le système de développement économique dans lequel nous sommes mondialement et qui nous est toujours présenté comme une fatalité, comme s'il n'y avait aucune… Oui, Marianne me montre le livre que vous avez écrit. Effectivement, la pandémie de l'Anthropocène et le bien commun, vous l'avez fait, ce rapport que je viens d'évoquer. Et effectivement, on est devant cette situation où il y a des solutions à proposer, il y a des mutations à accomplir, il y a évidemment, avec cette prise de conscience citoyenne, des accompagnements à effectuer pour que nous modifions notre système de développement économique, qu'il soit plus respectueux de l'environnement, évidemment, qu'on prélève ce dont on a besoin et pas pour s'enrichir. Ça, c'est aussi une notion qu'on a abordée, la lucrativité, limitée, régulée, voire nulle, parfois, dans certaines activités. Bref, j'ai un peu d'optimisme dans la mesure où je vois fleurir, à travers la présidence de la CRES, mais surtout aussi l'action que nous menons ici à la Ligue de l'enseignement dans le Val d'Oise, nous voyons fleurir des initiatives, des écosystèmes qui se créent pour répondre aux besoins des habitants des territoires dans lesquels ces écosystèmes se créent. Et toutes ces bases-là, j'ai le sentiment qu'elles vont permettre à un moment donné de faire évoluer les dirigeants politiques vers des principes qui seront plus des solutions à long terme, en évitant de s'enquister ou de se cristalliser sur un système qui finalement, d'après de nombreux observateurs, est quand même à la base de toutes les crises que nous traversons. Ce fameux système capitaliste, marchand, libéral en plus, qui confisque pour la plupart des habitants justement les richesses qui sont parfois et même très souvent créées par les habitants eux-mêmes. Donc on est devant cette évolution nécessaire et j'ai bon espoir parce que les écosystèmes que nous venons qui viennent de nous être présentés sont en train de fleurir au fur et à mesure que les prises de conscience des habitants se font. Évidemment, il faudra accompagner cette manœuvre et comme vous l'avez fort bien dit, Benjamin, ça nécessite parfois qu'on empoigne un peu ces politiques et qu'on les secoue en leur disant une autre vie est possible et une autre manière de se développer est possible. Pourquoi pas et envisageons que ça se fasse dans les temps qui nous sont impartis, c'est-à-dire malheureusement très courts si on raisonne à l'échelle de l'humanité. Merci encore à tous les intervenants. Merci à vous, Benjamin, pour votre disponibilité. Et puis, pour terminer, merci à tous ces intervenants parce que nous allons nous retrouver un jour ou l'autre. Évidemment, vous sillonnez avec vos initiatives le Val d'Oise. C'est aussi le boulot de la Ligue de l'enseignement. De nombreux administrateurs de la Ligue étaient présents et ont pu retrouver quelques têtes que nous connaissons à travers vos interventions. Pourvu que ça dure, pourvu que ça continue, et les chantiers de l'éducation populaire auront servi aussi à ça, quoi qu'il arrive. Bonsoir à tous. Au revoir. Bonsoir et merci. Intéressant.